Quand on parle de relations toxiques, pour toi, de quoi on parle vraiment, de ton point de vue d'avocate et de professionnelle? Le sujet de la relation toxique, c'est un sujet qui est piège et qui est un sujet qui est miné, en fait. Moi, je vais distinguer deux situations très différentes. Tu as les situations de violence extrême, qui sont là d'une toxicité extrême. Et donc là, on gère ça d'une certaine façon, donc notamment avec du pénal, l'intervention des forces de l'ordre pour protéger. Et on est dans des situations extrêmement graves, très particulières. Tout ce qui concerne les violences conjugales, c'est dans ce cadre-là où il y a effectivement une façon de les aborder, en tout cas où moi je pose très clairement et très fermement des barrières de protection, avec intervention systématiquement de la gendarmerie lorsque c'est nécessaire. Et puis il y a toutes les autres relations où le mot toxique est souvent employé en fait. Et donc c'est déjà à partir de là, il faut distinguer les deux situations. Donc situation de violence conjugale et puis les autres où il y a une toxicité sans forcément de violence conjugale. Mais pour autant, il y a quelque chose de très difficile. Ce qu'il faut prendre conscience, alors je sais que c'est des fois un peu difficile, mais je crois qu'on est tous le toxique de quelqu'un en fait. Souvent, on se dit l'autre est toxique. C'est peut-être une façon de se rassurer, une façon aussi de se dire c'est pour ça que c'est aussi difficile, c'est pour ça que je suis en souffrance. Je crois qu'il faut aussi mettre un petit peu de la mesure par rapport à ça. Le sentiment que j'ai, ce que je constate, c'est qu'on est souvent le toxique de quelqu'un d'autre. Par contre, c'est quand même comment est-ce qu'on gère cette situation. Comment est-ce qu'on gère, parce qu'il y a quand même des vrais casse-pieds. Il y a quand même des vrais manipulateurs. Il y a quand même des fonctionnements qui sont extrêmement difficiles à gérer, en fait. Et c'est là où, moi, mon intervention, elle est importante, parce que je vois ces comportements, je vois les fonctionnements, je vois aussi ceux de mes clients, je vois aussi la propre toxicité de mon client, en fait. Et là, je peux les aider à faire que la situation s'apaise, parce que le but, il est là. Le but, c'est que ça s'apaise. Le but, c'est qu'on retrouve de la sérénité, de la paix intérieure. Donc, c'est comment est-ce que je fais quand l'autre a un comportement que je décris comme toxique pour pouvoir gérer la situation, pour pouvoir aller bien. Et notamment, moi, je fais tout un travail par rapport aux messages qui sont envoyés, parce que c'est là où la toxicité va se mettre en place, c'est dans la communication, évidemment. Et on fonctionne beaucoup avec les SMS, les messages, les mails. Et alors, c'est là où on voit le niveau d'emprise qu'il peut y avoir. Et c'est là-dessus que j'interviens. Parce qu'en fait, la communication avec l'autre, c'est là le point essentiel et c'est là où va s'exercer toute la toxicité. Donc, si on comprend et si on sait comment communiquer, on peut sortir de ce schéma-là. Et j'ai tendance à dire, moi, il n'y a aucun toxique qui me résistera. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on utilise la bonne méthode, si on utilise la bonne approche, on arrive à sortir de ces situations-là. Si on ne veut pas en sortir, si on dit non, mais moi, c'est impossible parce que j'entends parfois ça, c'est pas possible parce qu'il est trop toxique, etc., il faut s'interroger sur notre propre comportement, en tout cas. Souvent, je dis l'autre, il est tel qu'il doit être. C'est pas facile, ça. Mais en fait, l'autre, il est dans son fonctionnement, il est tel qu'il doit être. Par contre, moi, comment moi, je réagis face à cette réaction? Quelle action, moi, je mets en place face à ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il dit? Vraiment être capable de dire, voilà, l'autre, il est tel qu'il doit être. Et ensuite, moi, qu'est-ce que je mets en place dans mon comportement? Et c'est là où ça devient très puissant. Et c'est là où, quand je dis, on gère à n'importe quel toxique, puisqu'on va pouvoir agir sur notre comportement pour retrouver notre paix intérieure. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est... Si, mais il y a deux choses que j'ai envie de creuser. C'est que tu dis que toi, tu vois les types de toxiques. Du coup, comment tu le vois? Comment tu peux voir? Parce que toi, tu as ton client qui vient. Donc, tu peux voir, lui, s'il est toxique, lui, ou qu'il est en colère ou triste, en fait, tout simplement, la plupart du temps. Mais comment tu arrives à voir l'autre, s'il est vraiment toxique, s'il est vraiment violent, s'il y a vraiment une emprise ou pas, ou c'est juste de la tristesse et de la colère des deux côtés, tu vois? Comment tu vois ça? En fait, quand je travaille avec un client, on travaille vraiment en profondeur. C'est-à-dire qu'on travaille sur son quotidien, sur ce qu'il vit.
Et notamment, régulièrement, moi, j'ai des échanges de messages qui me sont envoyés. C'est-à-dire que moi, comme je veux comprendre la situation, quand on me dit « mais il est toxique », je dis « envoyez-moi les messages, je veux voir ce qu'il vous dit. Okay » Et là, je peux, moi, un peu prendre de la hauteur, parce que souvent, quand on est dedans, on n'a pas la prise de hauteur. Et moi, mon intervention d'extérieur, je peux voir ce qu'il en est véritablement. Je peux voir où, là, il appuie sur tel bouton pour faire réagir mon client. Okay ? Donc, les échanges de messages, ça permet vraiment de comprendre les fonctionnements et de voir comment l'autre, réagit. Donc, c'est comme ça, en fait, que je vais cerner la toxicité ou pas de l'autre, ou pas, hein, parce que par moments, il n'y a pas forcément de toxicité. D'ailleurs, très récemment, il y a un post qui a fait beaucoup réagir. J'ai une cliente qui me dit « Je ne veux plus que monsieur m'envoie des messages. À chaque fois, je m'effondre dès que je reçois un de ces messages. » Donc, j'ai envoyé les messages, je regarde les messages. Très objectivement, ce n'étaient pas des messages qui nécessitaient un dépôt de plainte. Ce n'étaient pas des messages spécialement harcelants. C'est des messages un peu chiants, effectivement, du quotidien pour la gestion des enfants, mais c'était des messages qui ne nécessitaient pas une procédure au pénal, qui n'était pas harcelant. Par contre, ça, elle, à chaque fois, ça la mettait dans un état pas possible. Donc, ce qu'elle me demandait au départ, c'est « je ne veux plus recevoir des messages comme ça ». En gros, il fallait que j'écrive à l'avocat de monsieur pour lui dire « n'envoyez plus de messages, il ne faut plus que monsieur envoie de messages à ma cliente ». Et je lui dis « non, je ne vais pas le faire ça. Je veux qu'il continue de vous en envoyer des messages, en fait. » Pourquoi je veux qu'il vous continue de vous envoyer des messages ? Parce que si ça vous fait autant réagir, c'est que vous avez des points à travailler. C'est qu'il y a des choses qu'on n'a pas encore complètement réglées. Donc, je n'ai pas peur de ces messages qu'il les envoie. Par contre, on va se poser la question, pourquoi ça vous fait autant de mal ? Pourquoi là, ça vous fait réagir ? Pourquoi vous vous effondrez par rapport à cette question-là ? Parce que ça veut dire qu'il vient toucher quelque chose en vous qu'il va falloir qu'on aille réparer. Parce que si je fais juste ce qu'elle me demande, de faire que les messages se bloquent, on peut le faire. Hein. Et d'ailleurs, dans certains cas, je le fais. Hein. Quand il y a un niveau de harcèlement trop important, on bloque. Mais là, ça ne le justifiait pas. Par contre, donc, si je fais juste que bloquer les messages, elle va rester avec sa douleur, elle ne va pas avancer, elle ne va pas progresser sur son état émotionnel. Alors que là, on a travaillé autrement, en disant « Allez, envoie tes messages. Tes messages de merde, j'ai pas peur. Envoie-les. » Et le vrai enjeu, c'est de faire que ça ne me touche plus. Parce que là, je libère complètement ma cliente. Là, elle devient complètement puissante. Elle ne sera plus affectée par un seul message. Il aura beau dire ou faire n'importe quoi. Si elle a compris sur quoi il venait appuyer, elle redevient maître de son fonctionnement. Et donc, elle redevient puissante. C'est toujours mon idée. Comment j'accède à ma pleine puissance ? Et elle t'a pas détesté, cette cliente, quand tu lui as dit ça ? Sur le coup, elle n'a pas compris. Mais, et j'ai envie de dire, moi, j'ai pas peur qu'on me déteste, en fait. Je suis là pour les aider en profondeur. Donc, je sais que par moments, ça leur plaît pas. Mais en fait, j'ai la chance, et puis c'est une cliente très intelligente. Donc, sur le coup, ça a été quand je lui dis non, je vais pas empêcher qu'ils vous écrivent. Donc, sur le coup, tu vois, elle a été un peu surprise. Mais après, quand je lui ai expliqué comment on allait faire et pourquoi ça avait un intérêt, elle a vu que je m'occupais vraiment d'elle. Et elle a compris. Effectivement, c'est le nœud de ce que j'appelle l'indépendance émotionnelle. Elle ressent une réaction quand elle reçoit un message. Soit je vais arrêter le message pour qu'elle ne ressente plus l'émotion, soit je me dis pourquoi je ressentais l'émotion. Sur quoi, bordel, il vient appuyer pour que ça me fasse réagir comme ça. Et dans quel cas tu dis, là, ok, c'est des messages harcelants, et là, on doit faire quelque chose. C'est quoi ? Comment, tu vois, si je regarde ta vidéo, comment je peux savoir ? Il y a le contenu des messages. Quand il y a de l'injure et de la menace, ça, c'est pas possible. Il faut couper immédiatement et c'est même un dépôt de plainte. Quand il y a, on met de la menace, une forme de chantage, on injurie, pas possible. Stop, on arrête là. C'est quoi, menace ou chantage ? Tu as des exemples ? C'est très violent ou ça peut non, mais c'est des petites phrases un peu... C'est ce que j'appelle les passifs agressifs, tu vois. C'est ces petites phrases où c'est... oui, on verra bien la prochaine fois. Si c'est comme ça, ça ne se passera pas pareil pour les prochaines vacances. Toi, c'est ces petites phrases... C'est du passif agressif. C'est pas complètement dit, mais on voit bien qu'il y a une menace à chaque fois. Stop les menaces. Ça ne marche pas. Je ne réponds pas à ce genre de message. Pas question. Donc, il faut être capable de dire... Dès qu'on est agressif, que ce n'est pas une communication pour parler d'un vrai sujet, je ne réponds pas à ça.
Si à un moment donné, ça devient aussi en volume, c'est-à-dire que s'il y a un nombre de messages qui devient trop important, la nuit, etc., on coupe, on bloque le numéro. De toute façon, je pense qu'il y a une phase où c'est quand même nécessaire de mettre un vrai blocage, de couper complètement. Et s'il faut couper un numéro, on me dit « je ne peux pas, les enfants, je m'en fiche ». S'il est harcelant, on bloque le téléphone et pour ne recevoir aucun message. Il faut, ce qu'on disait tout à l'heure, quand on est dans cette phase de grande douleur, il faut se protéger. Okay, là, ce que je te parle avec ma cliente, ce que j'ai fait par rapport au message, ça fait, on va signer normalement dans 3 semaines. Donc, ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Donc, on avait vécu toutes les phases de chagrin, etc. C'est-à-dire que dans mes étapes, quand j'arrive au moment du amène les messages pas agréables parce que je sais les gérer, c'est que là, je suis presque au bout de ma pleine puissance, tu vois. Donc, dans les étapes, il faut respecter une chronologie. Ouais. Et du coup, tu disais aussi quelque chose d'intéressant, c'est que tu veux voir les messages. Tu dis envoyez-moi les messages. Ça, je trouve ça amusant. Oui et non, mais c'est particulier. Tous les avocats font pas ça, je veux dire. Et qu'est-ce que toi, tu cherches, que tu as envie de voir? Les avocats, ils ne veulent pas aller voir ces messages. À chaque fois, ils leur disent « Ah non, mais ça ne sert à rien, je ne veux pas ». Sauf que moi, je veux voir la mécanique. Où est-ce qu'on en est dans, tu vois, la mécanique relationnelle, en fait. Et c'est ça où ça m'intéresse. Et puis, c'est comme ça que je vais pouvoir travailler aussi sur les réponses de mon client. Parce qu'en fait, dans nos réponses, on remet de la toxicité. Et c'est pour ça qu'on repart dans un cercle vicieux. Donc, en fait, si je veux désamorcer la toxicité, il faut que je vois ce qui se joue entre eux. Je vois aussi les réponses de mon client. C'est souvent les réponses de mon client que je regarde. Et je peux lui montrer aussi, regarde, là, on remet de la toxicité avec ce genre de réponse-là. Donc, en fait, on va faire autrement. On va répondre autrement pour pouvoir enrayer cette mécanique de la toxicité, en fait. Mais est-ce que ça s'enraye vraiment? Parce que, tu vois, quand on est face à quelqu'un de toxique, on se dit que quoi qu'on fasse, il n'y a rien à faire, tu vois. On est un peu, en tout cas au début, on est un peu dans ce... Ça, c'est quand on veut faire changer l'autre qu'on se dit que ça ne marchera pas. En fait, si effectivement, et c'est souvent notre fonctionnement, on se dit que l'autre est toxique, donc on veut qu'il change. On veut qu'il adopte un autre comportement. Donc ça, je le dis franchement, ça ne marchera jamais. Et donc, en fait, il faut réussir à accepter que non, je ne vais pas faire changer l'autre. Il sera dans le fonctionnement qu'il doit être. Mais si moi, je modifie mon comportement, je peux couper cette relation toxique quand même. Donc c'est là où on revient à quelque chose qui est très difficile pour l'être humain, accepter de lâcher le contrôle. Non, je ne vais pas changer le comportement de l'autre. Il sera tel qu'il doit être. Et ça crée une paix intérieure quand on a compris qu'il sera tel qu'il doit être et je n'ai pas à le changer. C'est tant qu'on veut le changer qu'effectivement ça ne marche pas. Puis on dit mais ça ne marche pas, ça ne va pas, etc. Ben oui, parce que tu voudrais que l'autre il soit différent. Tu voudrais qu'il ait un autre comportement. Donc lâche ça, lâche. Il va avoir un comportement de merde, qu'il ait un comportement de merde. Ça lui appartient. Mais moi, je décide de ne pas me faire embarquer dans cette relation-là. Et est-ce que tu vois des gens en face de toi, ou peut-être même dans tes clients, qui veulent faire durer le conflit pour vraiment, tu vois, vraiment dans une démarche, là pour le coup toxique, mais juste faire continuer le conflit? Alors, ceux qui veulent faire durer le conflit, déjà, jamais ils le diront comme ça et c'est jamais visible de cette façon-là. Parce que je crois que même eux, ils n'en ont pas conscience qu'ils le font durer le conflit. Mais en tout cas, ceux qui font durer le conflit, alors il y en a énormément, effectivement, et ils le font durer ce conflit parce qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur douleur. Et ce conflit permet de les maintenir en lien aussi avec l'autre et soi-disant d'apaiser un peu leur douleur. Donc en fait, il y a 2 raisons pour lesquelles les conflits durent. C'est comme ça, je garde un lien avec toi quelque part. C'est un lien aussi, le conflit. Un lien qui peut être de haine et autres, mais c'est un lien. Donc comme ça, je suis en contact. Et le conflit, cette guerre, me fait aussi donner l'impression que je souffre moins. Donc il y a des personnes qui vont s'enliser pendant des années là-dedans parce que pour elles, c'est maintenir un lien et puis c'est aussi, soi-disant, apaiser leur douleur. Donc ça, c'est très visible. Ils ne le diront pas comme ça. Ils trouveront justement à le justifier. Mais si, c'est parce que l'autre est toxique, c'est pour ça que je dois aussi mener ce combat-là. C'est pour ça que... Sauf qu'à un moment donné, c'est juste pour maintenir un lien, mais ce n'est pas pour gérer ses propres blessures, en fait. Et c'est là où c'est difficile de faire sortir quelqu'un du conflit. Parce que par moments, c'est ce qui le fait tenir aussi presque psychiquement, en fait. Il a l'impression qu'il va complètement s'effondrer s'il y a plus de conflit. Et c'est là où on a un rôle mais essentiel, nous, l'avocat.
C'est-à-dire que les gens sont tellement en souffrance, ont tellement besoin de ce conflit que c'est facile de le faire perdurer. C'est facile de faire que ce dossier va durer des années, en fait. Et c'est là où on a un rôle qui est humainement essentiel. Non, on ne doit pas faire durer ces conflits. On doit vraiment les aider à en sortir. Et c'est là où il y a quelque chose qui est peut-être dysfonctionnant dans le rôle de l'avocat, notamment en droit de la famille, c'est que si ça dure très longtemps, il sera peut-être payé beaucoup plus, alors que nos clients humainement, ce qu'ils ont besoin, c'est d'en sortir vite, en fait. Et alors, c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais c'est aussi pour ça que sur une facturation, moi, je ne facture pas au temps passé. Parce que facturer au temps passé, c'est-à-dire plus ça durerait longtemps, plus vous allez me payer. Moi, je fais un forfait, un montant global, et que je n'ai pas intérêt à ce que ça dure longtemps, en fait. Parce que c'est un seul forfait. Et c'est plus honnête pour le client et pour moi. Alors, mon forfait peut paraître élevé, certes, mais moi, je vais faire des économies. Parce que la procédure durera longtemps, on sortira plus vite du conflit, on se sentira mieux. Mais en tout cas, c'est important aussi dans ce relationnel client-avocat par rapport à ça. Et c'est intéressant parce que souvent, on ne veut pas payer cher tout de suite l'avocat. Et du coup, finalement, on paye 2 fois, 3 fois plus à la fin, mais on ne le voit pas. On paye 1000, 2000, 3000, 5000, mais par à-coup. Et ensuite, la facture, elle est tellement plus grande que si on avait fait un forfait. Mais il y a quelque chose aussi, on parlait de toxique, dans certains fonctionnements, justement. Donc, mais en même temps, parfois, on a le blocage de payer une grosse somme tout de suite. Comment on peut... Ouais. Et puis en plus, ce blocage de payer une grosse somme par rapport aussi à la peur de l'avocat d'annoncer ses honoraires, c'est pour ça qu'on est dans ce système-là. C'est plus facile d'annoncer un taux horaire. Je vais travailler à 300 € de l'heure. Donc ça te donne que ces 300 qui sont annoncés. Tu n'as pas ce que ça va coûter au final, parce que ça va être au temps que tu vas passer sur le dossier. Donc finalement, là, ça fait un peu moins peur. Sauf que la facture finale, tu as complètement raison, elle est souvent très, très élevée. Donc, moi, je préfère une transparence immédiate, un montant qui va être beaucoup plus important, mais en tout cas, un montant fixe, en fait. Parce qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Alors que finalement, l'avocat, souvent, il n'ose pas annoncer son montant d'honoraire. Donc, il va donner un taux horaire, mais pour moi, en fait, ce n'est pas correct parce qu'on ne sait pas le temps que ça durera. Plus il va faire traîner, plus ça coûtera de l'argent au client, plus lui, ça lui rapportera. C'est pas aligné, ça. Ça va pas. C'est-à-dire que si moi, je veux servir les intérêts de mon client, si je veux vraiment le servir, il faut qu'il économise de l'argent. Il faut que ça aille vite, il faut qu'il aille bien. C'est complètement contradictoire avec un travail au taux horaire où plus ça durera, plus je serai payé. Donc, effectivement, en tout cas, c'est un conseil qu'on doit donner. Moi, je vais préférer quand, dans une relation avec votre avocat, on vous annonce un tarif peut-être élevé tout de suite au départ, mais en tout cas, il va vouloir travailler dans votre intérêt, de sortir rapidement de la situation. Ouais, ça... Mais c'est vrai que peut-être les gens, ils mesurent pas la facture finale qu'il va y avoir s'ils ne payent pas d'un coup, je pense. Oui, puis quand tu payes au coup par coup, en fait, souvent tu t'en rends un peu moins compte. Donc c'est peut-être... ça te paraît moins indolore, mais quand tu fais le calcul au final, puis en plus il y a une procédure d'appel parce que c'est enlisé, ça peut monter à des montants très très élevés, en fait. Et je pense que c'est un piège, effectivement, dans lequel beaucoup de personnes tombent, en fait. Ouais, parce qu'une fois que tu es lancé, tu ne peux pas arrêter, c'est difficile de changer. Ouais, c'est compliqué. Tu te dis, il connaît déjà le dossier, et puis on est parti avec ce système-là, donc tu t'enlises. Alors, moi, j'ai quand même des personnes qui changent. Hein. J'ai des personnes qui viennent à moi alors qu'elles étaient suivies par un autre avocat. Donc, effectivement, moi, j'explique mon fonctionnement. Donc, elles auront un montant dès le départ. Mais souvent, quand ça a duré des années, ils disent, on veut plus de ça, en fait. On veut effectivement savoir exactement ce que ça va nous coûter pour en sortir plus vite. Comment tu arrives à distinguer ce qui relève d'un conflit classique et ce qui relève d'une réelle emprise? Est-ce qu'il y a des pistes, des indices? Savoir si on est sur un conflit normal ou sur une emprise, effectivement, ça demande un petit peu d'expérience. Mais par contre, moi, j'arrive vite à le voir avec le comportement de la personne. En fait, un fonctionnement d'emprise, il y a souvent une incapacité à prendre des décisions. Et une impression qu'on fait toujours tout mal. C'est des personnes qui vont être toujours dans une
culpabilité, peur de décevoir, du jugement de l'autre. L'emprise, c'est quand tu n'es plus capable de prendre une décision bonne pour toi, tu as tellement peur de l'impact que ça aura par rapport à l'autre. Donc, un conflit normal, un désaccord, on n'est pas d'accord sur nous, mais on arrive à affirmer sa position. Le système de l'emprise, c'est des clients, et c'est d'ailleurs souvent un petit peu traître, parce que c'est des fois les clients les plus faciles. Ils disent un peu où il y a tout, ils ne veulent pas faire de vagues, etc. Et c'est là où il y a un peu un danger à déceler, c'est de se dire, attends, là, c'est parce qu'il n'arrive pas à se positionner, parce qu'il est sous emprise, en fait. Et donc, c'est souvent un petit peu piège, et c'est là où il faut être très vigilant en tant qu'avocat, c'est de se poser la bonne question, est-ce que c'est vraiment ce que la personne veut ou pas, ou est-ce qu'elle dit juste oui pour pas faire de vagues, et donc elle est maintenue sous cette emprise. Et vraiment, il y a souvent beaucoup plus de situations comme ça. Et dans ton expérience, qu'est-ce qui permet vraiment de reprendre le contrôle face à une situation d'emprise ou une personne toxique? Parce que tu parles de retrouver sa puissance souvent, mais... Oui. Pour vraiment sortir d'une relation toxique, je pense qu'il y a plusieurs étapes. En fait, c'est déjà en prendre conscience. Souvent, on n'a pas conscience qu'on est sous un système d'emprise. Donc, c'est la prise de conscience qui est assez douloureuse, souvent, de se dire « Ah oui, je fonctionnais sous emprise de l'autre ». Et ensuite, c'est de faire un travail pour comprendre pourquoi je suis sous ce système-là. Pourquoi je n'arrive pas à affirmer mon positionnement. Pourquoi j'ai tellement besoin de la validation de l'autre. Et souvent, derrière, il y a un système éducatif qui est très ancré. Je le vois beaucoup chez les femmes, en fait, qui veulent être sages, il faut être gentil, etc. Donc, en fait, on ne va pas bousculer, on ne va pas décevoir, en fait. Donc, on se soumet à quelque chose qu'on ne veut pas véritablement. Et donc, c'est là où il y a tout un travail à faire. Et je trouve que le meilleur travail, c'est de se reconnecter à ce dont j'ai besoin. Et donc, on fait cet exercice en rendez-vous de se dire ok, j'ai envie de quoi, là? De quoi tu as envie véritablement? Et ce sont des personnes qui ne savent même pas ce qu'elles ont envie, en fait. Parce que finalement, elles sont coupées, en fait, d'elles-mêmes. Et donc, on va faire un travail de reconnexion à soi, en revenant un peu à son intériorité, c'est-à-dire en essayant de dire, attends, l'autre, peu importe ce qu'il pense, moi, je veux quoi profondément? De quoi j'ai envie là? Qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Donc, pour ça, on va marcher, on va passer par des choses très basiques et très simples, peut-être faire aussi un peu de la méditation, d'aller marcher et d'aller se faire masser. Je conseille souvent à mes clients d'aller se faire masser parce qu'en fait, la connexion au corps, elle est importante. On s'est souvent déconnecté de nous-mêmes, en fait. Donc, en se reconnectant à soi, on arrive tout doucement à réidentifier ce dont on a besoin et envie. Et quand on est connecté à soi, plus personne ne peut avoir d'emprise sur vous. On a une emprise quand on est déconnecté de nous-mêmes, quand on s'est remis complètement nos besoins à l'extérieur. Donc en fait, on va revenir à soi. Et ça veut dire que c'est un fonctionnement qui d'extérieur est paru comme égoïste. Donc je leur dis, vous allez être égoïste, oui, complètement. Vous allez revenir à vous-même. Vous allez faire un travail pour vous reconnecter à vous, vous faire plaisir, vous faire des choses que vous aimez. Quand on est capable de ça, plus personne derrière peut diriger votre vie et diriger vos choix. Et donc, c'est vraiment ce travail de je me reconnecte à qui je suis, ce que j'aime, et derrière, plus personne ne peut avoir d'emprise sur vous.